Bonjour Céla Bougriou. Bonjour Bruce, bonjour. Votre invité, le premier secrétaire du PS, Olivier Faure. Bonjour Olivier Bonjour. Faure. Un défi pour commencer. En quelques mots, comment résumeriez-vous la prestation d'Emmanuel Macron hier ? Un grand soupir et le sentiment d'un président qui était venu commenter sa propre impuissance. Je prends quelques exemples. Gaza, il dit c'est honteux. Et alors ? Donc ça suffit pas. Que prend-il comme décision ? Il aurait pu annoncer hier que, justement, face à l'épuration ethnique qui est en cours, eh bien, il décidait de reconnaître un État palestinien et de mettre la pression sur le gouvernement de Benyamin Netanyahou. Sur la question des référendums, il aurait pu dire quels sont les thèmes sur lesquels il entend véritablement poser des questions aux Françaises et aux Français. Sur les référendums, est-ce que vous y participerez sur ces consultations à choix multiples ? Vous jouerez le jeu ? Je suis un citoyen, donc effectivement, j'irai voter si j'étais appelé à voter. Mais sur quoi ? Quelles sont les questions ? Quelles sont les questions ? La priorité aujourd'hui ? Moi, j'aurais souhaité, par exemple, hier, qu'il annonce que sur cette question des retraites, qui est une question lancinante depuis en réalité le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, eh bien qu'il dise « Je proposerai aux Français plusieurs choix possibles, celui que j'ai déjà imposé par la voie du 49.3, donc le maintien de la réforme Borne, ou la réforme proposée par le monde syndical ou par le monde politique. On aurait pu là avoir l'expression d'un choix multiple. Il a fermé la porte. Il a fermé la porte. Est-ce que c'est aujourd'hui un pas de plus pour vous vers une censure du gouvernement Bayrou ? Ah, mais sur la question des retraites, j'ai toujours dit que je serais intransigeant. Nous n'avons pas censuré le budget de François Bayrou en échange de ce que Bayrou a appelé lui-même un conclave, qu'il a en réalité lui-même conclu en expliquant qu'on ne bougerait rien. Eh bien, si le Parlement n'avait pas le dernier mot, comme il s'est engagé par écrit, eh bien, effectivement, j'appellerais à ce que ce gouvernement soit censuré parce qu'on ne peut pas avoir un gouvernement qui s'engage, qui promet, et puis ensuite qui revient sur ses propres décisions, alors même que c'est un sujet qui est enquisté, qui détruit la crédibilité même de la politique. Parce que quand la démocratie donne le sentiment d'être bafouée en permanence sans que jamais les Françaises et les Français ne soient entendus, c'est un problème. Et c'est un problème qui conduit éventuellement, y compris à des décisions graves avec la montée attendez, la censure, pardonnez-moi, la censure, ça pourrait être dès cet été, si le conclave se... Bien sûr. Vous envisagez cela ? Bien sûr. Bien sûr. Il y a une possibilité, dès lors que en fait, le gouvernement considère qu'il peut réécraser les pieds des Françaises et des Français et des parlementaires, puisqu'il y avait un engagement pris, qu'engagement n'est pas tenu, je ne vois aucune raison particulière de considérer que nous allons laisser passer. Moi, je ne suis pas de ceux qui expliquent que jusqu'en 2027, François Bayrou ne sera jamais censuré. Ça ne me paraît pas... Et d'ailleurs, ce serait une très mauvaise manière faite aux syndicats eux-mêmes qui continuent à négocier et qui cherchent un accord. Et expliquer qu'ils sont désarmés et qu'il n'y a pas de pression possible sur un patronat qui lui-même considère qu'il n'y a pas parvenu sur la réforme Borne, non, c'est non. Olivier Faure, autre dossier qui a été largement évoqué hier, celui d'ArcelorMittal, qui envisage de supprimer 600 postes. Là aussi, Emmanuel Macron a tranché, pas de nationalisation, a-t-il affirmé. Il promet tout de même que les sites de Dunkerque et de Fos-sur-Mer seront sauvés, les yeux dans les yeux, dit-il. Que doit-il faire concrètement aujourd'hui ? Par exemple, il aurait pu annoncer que la nationalisation temporaire est possible. Vous avez entendu ces arguments sur le coût pour les contribuables, sur l'état des finances publiques et sur le fait que cela ne résout pas les problèmes sur le plan de la concurrence. D'autres pays l'ont fait. D'autres pays, l'Italie par exemple, et c'était une nationalisation temporaire. Ensuite, on peut remettre sur le marché l'entreprise. Mais moi, ce que je ne comprends pas, c'est qu'on ne peut pas avoir un président qui nous dit « Je veux une France et une Europe souveraines. Je veux, en fait, que nous puissions même, y compris, nous réarmer. » Mais comment voulez-vous vous réarmer, construire des avions, des tanks, des missiles, sans acier européen, sans acier français, et dépendre exclusivement de l'acier chinois, de l'acier américain? Il y a quelque chose qui cloche. Et donc, si nous voulons maintenir cette souveraineté, il faut que les entreprises, je pense à Vancorex hier, je pense aujourd'hui à ArcelorMittal, je pense à ces entreprises qui sont indispensables à notre propre décision, à notre propre souveraineté, et ça suppose qu'on en prenne les moyens. Et ce que je vois, c'est un président qui, là aussi, explique qu'il est impuissant, et surtout qu'il ne faut pas déranger à aucun moment ni les multinationales, ni les super riches, parce que ce serait problématique. Sur la conférence sociale, sur le financement du modèle social, vous encouragez aujourd'hui les syndicats à y participer ?
Mais je ne sais pas si les syndicats vont longtemps vouloir se prêter à des mises en scène. Parce que si à chaque fois qu'il y a une conférence sociale, au milieu de la conférence, on a un Premier ministre qui sort et qui explique que de toute façon, on ne fera pas du tout ce qui est retenu, quel est l'intérêt d'y participer? Donc moi, je suis pour la démocratie sociale, je suis pour le dialogue social, je suis pour le compromis. Mais là, il s'agit à une condition qui est envisagée sur le financement du modèle social. Il n'y a pas de dogme au départ. C'est qu'est-ce qu'on fait, comment on fait. Bien sûr, il n'y a pas de dogme. Est-ce que c'est nécessaire, selon vous, de se pencher sur le financement du modèle social? Et bien sûr qu'il faut se pencher sur le modèle social et sur son financement. Mais cela suppose qu'à chaque fois, les dés ne soient pas pipés. Pour l'instant, qu'est-ce que c'est la conférence sociale sur les retraites? Oui, oui. Bah oui, non, mais enfin, c'est un exemple. C'est un autre sujet. C'est un autre sujet. Non, mais lancer des sujets, ça, on a compris qu'ils étaient capables de le faire. Mais c'est pas lancer des sujets en l'air. C'est aussi d'accepter l'idée que ce dialogue doit conduire à des solutions et accepter que le dialogue conduise à des compromis auxquels ensuite on se réfère. Pour l'instant, je vois un gouvernement qui dit en fait je veux amuser la galerie avec des mises en scène de conférences, de dialogues, etc. Mais je n'en tiendrai pas compte. Alors quel est l'intérêt? Vous avez remarqué hier qu'il n'a pas prononcé le mot de TVA sociale, mais qu'il y a fait référence. Ce serait une ligne rouge là aussi pour vous? Je crois que cette question-là a été tranchée il y a longtemps et qu'on ne peut pas faire payer aux Français modestes ce qu'on ne fait pas payer aux entreprises soit par le biais de cotisations sociales patronales qui, je rappelle, sont un salaire différé. Ça n'est pas, la différence entre le brut et le net, c'est simplement que tout ce qui n'est pas directement accordé aux salariés l'est sous d'autres formes. C'est la protection sociale, par exemple. Olivier Faure, dans l'actualité aujourd'hui, François Bayrou sera auditionné tout à l'heure par la commission d'enquête à l'Assemblée nationale. S'il s'avère qu'il a menti, il devra partir, démissionner? Ce qui s'est passé à Betaram est extrêmement grave. Et si d'une manière ou d'une autre, François Bayrou avait participé à l'omerta, s'il avait lui-même couvert l'institution pour la protéger au détriment des élèves, effectivement, il devrait partir et il devrait lui-même d'ailleurs démissionner. J'ai une dernière question pour vous. Hier, à votre place, Jordan Bardella expliquait qu'il était pour retourner devant les urnes. Il faut une nouvelle dissolution de l'Assemblée nationale pour dépasser tous ces blocages dont on vient de parler. C'est une possibilité. L'autre possibilité. Vous la souhaitez? Je souhaite, moi, que nous puissions avancer. Et si la seule solution pour avancer, c'est la dissolution, il y aura une dissolution. Mais je n'en suis pas maître. C'est un pouvoir qui appartient au président seul. Et vous ne la craignez pas? Mais je ne la crains pas. Et l'autre possibilité, c'est d'accepter l'idée que ce Parlement fonctionne et que ce Parlement procède par des compromis. Pour l'instant, nous sommes face à un gouvernement qui fait comme s'il avait gagné toutes les élections depuis 2022. Or, la réalité, c'est que depuis 2022, le président n'a obtenu à aucun moment la majorité et même qu'il a perdu les élections européennes et les élections législatives. Il ne s'y résout pas. Et c'est tout le problème. C'est que quand on ne respecte pas la démocratie, eh bien, à un moment, on finit par favoriser, y compris les offres les plus folles. Je pense là, évidemment, à l'offre réactionnaire de l'extrême droite. Merci beaucoup, Olivier Faure. Vous avez évoqué l'impuissance du président, la fin de son mandat approche. Êtes-vous candidat à la présidentielle? Non, mais tout ça me paraît loufoque à un moment où, pour l'instant, nous devons nous concentrer sur la capacité de la gauche à offrir une alternative et ne pas en laisser le privilège à l'extrême droite qui, aujourd'hui, caracole en tête. Merci beaucoup, Olivier Faure. Merci, c'est la Bougrie.